Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Elle est considérée comme l'une des communautés régionales les plus intégrées du continent, la CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus d'envergure, au point même d'attirer des États non ouest-africains, dont par exemple le Maroc. Quelle est la réalité concrète de cette intégration? Cette intégration profite-t-elle réellement aux peuples concernés? Quelles sont les lacunes à corriger pour renforcer l'intégration dans cette partie de l'Afrique? Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Aurélie Ganga, vous êtes journaliste, experte en gestion et règlement des conflits. Vous avez à votre actif plusieurs recherches dans le domaine de la gouvernance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bouna Kanté, vous êtes analyste politique. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai avec moi Frist Foxon, vous êtes chef d'entreprise, membre de la société civile togolaise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très instable au début des années 90, la CEDEAO est devenue l'une des régions les plus stables du continent. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a sans doute très tôt compris que la sécurité et la stabilité précèdent l'intégration. C'est un sujet de la rédaction signée Aïssatou Beslan Diamanka. Bien que son rôle de départ soit essentiellement basé sur l'intégration économique entre les États membres, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est vite intéressée au maintien de la paix dans la sous-région. En 1990, la création de l'ECOMOG, force militaire d'intervention qui devient permanente en 1999, marque un tournant décisif dans les efforts de la communauté d'instaurer un climat de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest. Première intervention, la guerre civile au Libéria, mais pas que. L'ECOMOG est né avec l'expérience du Libéria en 90 et l'ECOMOG est resté au Libéria jusqu'en 1999, c'est-à-dire environ 10 ans de maintien de la paix, et à la fin, l'ECOMOG est parvenu au thème de sa présence. La même chose en Sierra Leone, où l'ECOMOG, avec des moyens critiqués, condamnés, l'ECOMOG est arrivé à rétablir, je dirais presque la légalité constitutionnelle en Sierra Leone. L'ECOMOG est intervenu également en Côte d'Ivoire, puis s'est fondu dans les troupes de l'ONUCI et puis en Guinée-Bissau. Toutes ces différentes interventions militaires ont permis à l'ECOMOG d'acquérir une certaine expérience dans le domaine des opérations de maintien de la paix et de rétablissement de la sécurité dans les pays touchés. La force d'intervention a été ainsi institutionnalisée par le protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité adopté en décembre 1999. Il était temps que l'Afrique arrive à l'âge d'or sur le plan de la défense stratégique. Et je propose à cet égard qu'il faut pour l'Afrique un centre de réflexion stratégique où on élabore on anticipe sur les problèmes de l'Afrique, on fait des propositions et qui sont applicables. Et c'est en cela seulement que nous pouvons ne plus être comme les sapeurs-pompiers qui viennent pendant que le feu brûle et prévenir plutôt que de guérir. Une force d'intervention régionale plus que nécessaire. L'Afrique fait face à des troubles et des révoltes civiles, parfois armées. Les forces militaires régionales jouent un rôle de premier plan. Le continent entend assurer par elle-même sa sécurité intérieure pour favoriser une véritable intégration économique. Il y a cette prise en compte de la nécessité pour les Africains eux-mêmes, notamment sous-régionales, de concevoir des programmes d'intervention et de ne pas totalement dépendre des troupes occidentales, parce que nous avons dit plus de 60 ans après, il était tout à fait normal que l'Afrique pense par elle-même sa politique de défense, ce qui est aujourd'hui le cas. Le fonctionnement est un peu défectueux en raison des arsenaux militaires qui ne sont pas forcément aux normes. Au-delà des différentes interventions pour instaurer la paix et l'application de cessez-le-feu dans les zones de conflit dans la région, les missions de l'ECOMOG ont évolué. Elles interviennent également, entre autres, dans l'observation, le suivi, le maintien, le rétablissement et la consolidation de la paix, l'appui aux actions humanitaires, l'application des sanctions, le déploiement préventif, le désarmement et la démobilisation. Elles assurent également les activités de police et notamment la lutte contre la fraude et le crime organisé.
Aurélie Ganga, la problématique des conflits est votre spécialité. Alors, on a vu plusieurs cas, Libéria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, etc. On peut dire quoi? Que la CEDEAO a réussi à éteindre durablement les foyers de tension en son sein? Durablement, je ne sais pas, mais en tout cas, la CEDEAO a déjà démontré son expertise en matière de résolution des conflits. Et on l'a vu au travers de la problématique qui s'est posée en Gambie, où il a été excessivement rigoureux et effectivement on a évité un bain de sang et on a pu obtenir à ce que le vote démocratique des Gambiens puisse être respecté. On reviendra évidemment sur le cas gambien que vous évoquez, c'est le cas le plus récent, mais on va jeter un regard, n'est-ce pas, sur le passé lointain de cette organisation en termes de capacité à prévenir et à résoudre les conflits. Bouna Kanté, quel regard justement jetez-vous sur le passé de cette organisation quant à sa capacité à contenir et à gérer les conflits? Mais je pense qu'en 1990, ça a été une date importante parce qu'on a vu les Comores sortir parce que le maintien de la paix s'imposait en Afrique, surtout dans cette partie-là, l'espace CEDEAO. Donc avec la crise au Libéria, etc., donc on a vu également l'intervention de les Comores au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la Guinée-Bissau pour résoudre des conflits. Aujourd'hui, c'est une force, c'est le bras armé de la CEDEAO et on les appelle les casques blancs, hein, pour faire référence peut-être aux casques bleus. Mais bon, c'est une force qui doit plus se mettre en place, plus se développer, lui donner plus de moyens pour préserver la paix. Parce qu'on ne peut pas parler d'intégration, on ne peut pas parler de développement économique si on n'a pas une stabilité, si on n'a pas la paix. Même constat que vous faites. Monsieur Forson. Oui. Alors, vous constatez également avec les autres intervenants qu'effectivement, depuis 1990, l'organisation sous-régionale a réussi à pacifier l'espace. Oui, l'organisation sous-régionale a pacifié l'espace de la CEDEAO, mais moi je mets un petit bémol parce c'est quoi votre bémol? Suite à l'assassinat de Kadhafi, ça a créé maintenant une nouvelle difficulté pour maîtriser l'afflux des trafiquants, des réseaux qui passent du nord pour déstabiliser. Pour descendre jusque vers le Mali et le Burkina Faso. Et voilà, donc aujourd'hui, il faut qu'on redouble d'efforts et qu'on voit maintenant la sécurisation des frontières pour être efficace, pour préserver la paix et pour qu'il y ait un développement économique. Vous pensez effectivement qu'elle n'est pas aujourd'hui à la hauteur de cette difficulté qui est intervenue du fait de la dislocation du Mali? Oui. Elle n'est pas à la hauteur. Dites-vous, Madame Ganga, l'une des réussites qu'on met à l'actif de cette organisation, c'est d'avoir réussi, contrairement à d'autres sous-régions, à mettre en place les Comores, la force militaire. Comment jugez-vous aujourd'hui la capacité des États à mettre en place des forces comme celle de les Comores pour faire face à la conflictualité qu'il y a sur le continent? Alors vous l'avez dit justement tout à l'heure, la CEDEAO parvient effectivement à pouvoir mieux se structurer que ses homologues. Si on prend par exemple l'Afrique centrale, c'est pas encore tout à fait ça, où on a justement des difficultés à pouvoir sécuriser les pays sans l'intervention de l'aide extérieure et ensuite imposer aux États à respecter les votes de leur population. Cette problématique n'a pas encore pu obtenir de bons résultats, notamment en Afrique centrale. Mais si on revient en Afrique de l'Ouest, effectivement, comme monsieur l'a dit précédemment, on ne peut pas parler de développement économique, de partenariat inter-États et puis de renforcer d'un point de vue économique la sous-région s'il n'y a pas effectivement une stabilité au sein des États. Cette stabilité s'effectue sur deux types de façons. La première, c'est lorsqu'on respecte effectivement les élections qui sont élues. La deuxième façon, c'est lorsqu'il y a une meilleure répartition des richesses, ce qui évite de pouvoir créer des zones de tension et de conflit. Et nous, au sein de l'Institut international de gestion de conflits dirigé et créé par... Vous travaillez justement? Absolument. Nous travaillons en fait en amont lorsqu'il y a des zones de tension.
Donc, nous proposons des formations, nous accompagnons, nous favorisons le dialogue. On n'est pas là pour dire X ou Y a tort, parce que lorsqu'on stigmatise une partie, on a des difficultés à pouvoir entrer dans le dialogue. C'est de faire asseoir tout le monde et d'essayer de discuter. Alors, vous savez, même en France, on a des difficultés au niveau sécuritaire à pouvoir sécuriser les États. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a l'état d'urgence qui a été prolongé pour différentes raisons, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir d'un instant à l'autre un attentat et qui ne peut pas être... on ne peut pas empêcher en fait ce type d'expression violente qui va rester encore quelques années. Les experts disent qu'on en aura encore ici en France, en tout cas en Occident, pour 10 ou 15 ans. Mais on ne peut pas reprocher à la CEDEAO de pouvoir essayer à obtenir des résultats en essayant, avec les moyens qu'il a, qui ne sont pas les moyens des États européens, de pouvoir sécuriser les États. Bouna Kanté, faisons une analyse. Vous nous direz, l'analyste politique que vous êtes, vous nous direz si c'est un pur hasard ou s'il y a des facteurs sociologiques qui expliquent la chose. Plusieurs observateurs disent que la sous-région ouest africaine est la seule partie du continent où pratiquement tous les pays ont connu d'alternance démocratique. Pratiquement. Le dernier, c'était Yaya Jammeh, il est parti il y a quelques mois. Bon, évidemment, on cite aussi le Togo, mais la CEDEAO, c'est 15 États. Dans pratiquement les États membres de cette organisation, on a eu d'alternance. Quel est l'élément facilitateur qui effectivement a permis cela? Alors, au niveau des institutions, il faut dire que au niveau de la conférence des chefs d'État, ça fonctionne parce que les chefs d'État se rencontrent, ils discutent. Mais les autres aussi se rencontrent. Hein? Absolument. Mais là, il y a des décisions qui sont prises et ils essayent de les appliquer. Parce que je peux dire que dans cet espace-là, il y a un principe de démocratie. Déjà, les décisions sont prises soit à la majorité, soit des deux tiers. C'est le cas au sein des autres organisations du continent. Je poursuis. S'il vous plaît. Oui, soit à la majorité des 2 tiers, soit à l'unanimité, etc. Donc il y a un consensus à chaque fois qui se dégage. Donc il y a aussi cette culture démocratique dans cette sous-région. Et on peut dire que c'est une institution qui fonctionne parce que c'est la deuxième partie du monde, si je peux me permettre, la plus dynamique. Donc les chefs d'État se rencontrent. Et puis les institutions, vous avez également le Conseil des ministres où on règle des problèmes, ces questions. Vous avez le Parlement au niveau de la CEDEAO. Vous avez des institutions, des structures qui fonctionnent. Et il y a un échange entre les chefs d'État qui fait que sur le terrain, on ne voit pas les conflits. Et puis cette force militaire d'intervention qui a montré quand même son utilité pour la résolution des conflits. Et c'est historique parce que je vais vous faire un petit peu d'histoire. S'il vous plaît. Au niveau de la CEDEAO, donc, le président Senghor et le président Houphouët-Boigny, il y a eu une réconciliation. C'est grâce à cet espace-là, parce que c'est 2 pères fondateurs quand même de la CEDEAO. Et on a vu qu'ils ont trouvé un espace pour discuter, échanger et avancer ensemble. Donc il y a une culture démocratique qui est vivante au sein de la CEDEAO et les nouveaux présidents n'ont pas eu de souci à prolonger cette culture démocratique. Et je vais donner l'exemple du Sénégal, où il n'y a jamais eu de coup d'État. Le pouvoir s'est transmis de manière démocratique, sans effusion de sang. Absolument. Vous avez connu plusieurs alternances. D'ailleurs, depuis l'indépendance. C'est important de le souligner, mais c'est vrai aussi que, contrairement à la plupart des autres États du continent, le Sénégal n'a pas été dirigé par un militaire. Donc c'est un élément important qu'il faut, et la Côte d'Ivoire également, Félix Houphouët-Boigny n'était évidemment pas militaire. Alors, Monsieur Fasson, dites-nous, vous êtes togolais, comment appréciez-vous aujourd'hui l'action de cette organisation quant à la crise que traverse votre pays? Je rappelle au passage que c'est votre président d'ailleurs qui est aujourd'hui le président d'exercice de la CEDEAO. La CEDEAO a déçu bon nombre de Togolais. Vous savez, quand il avait intervenu dans la crise post-électorale de 2005, au décès personnel d'Adema, le président du Togo, et qui a eu une succession de son fils, et fort, Choisinam Nyasingbe et Adema, il y a eu plusieurs morts, plus de 500, voire... Qu'est-ce que la CEDEAO aurait pu faire? La CEDEAO n'a pas permis
n'a pas permis les élections soient vraiment des élections crédibles. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, la CEDEAO? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un peu de complaisance. D'accord, au niveau des représentants de la CEDEAO à l'époque. D'accord. Je ne vais pas citer les noms, mais il y avait des complaisances. Et c'est le cas encore aujourd'hui? C'est le cas aujourd'hui encore. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué, puisque c'est le président lui-même qui est le président en exercice de l'organisation. Voilà. Maintenant, il faut dire qu'il y a un effort qui est fait. L'effort qui est fait, qui est louable, c'est qu'au moins aujourd'hui, dans la région de la région ouest-africaine, il y a cette limite de mandat, d'accord? Qui est à 2. Qui est à 2 maintenant, d'accord? Ils ont, sauf le Togo qui n'a pas entériné et la Gambie. La Gambie maintenant est sur le chemin. Est sur le chemin et le Togo maintenant sera contraint de le faire parce que on ne peut pas être tout seul un pays atypique à ne pas respecter la loi que vous pensez que nous élaborons. La limitation du nombre de mandats participe de la maturité politique? C'est une évidence. C'est une évidence. Dites-vous, Madame Ganga, alors vous avez évoqué tout à l'heure le cas gambien. Encore une fois, si on interprète, si on essaye d'analyser l'action de la CEDEAO dans la résolution de cette crise qui n'était pas encore vraiment ouverte, hein, elle était latente, mais elle n'était pas vraiment ouverte, on peut se demander si la CEDEAO aurait eu effectivement autant de courage si la Gambie était le Nigeria, par exemple. Ah, bah alors là, vous soulevez un point essentiel. Oui. Parce que dans la résolution des conflits, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure et je vois mon débatteur qui acquiesce, c'est que lorsque vous êtes dans des États où il y a des enjeux économiques, industriels très importants, il y a d'autres paramètres qui interviennent, comme on appelle ça les réseaux d'influence, de lobby, qui sont là pour préserver les intérêts de d'autres États. Ça a été le cas avec la Gambie? Absolument. D'accord. Et ces intérêts-là ne vont pas forcément en adéquation avec les intérêts des États en question. Donc, ça complique un petit peu... Ça complexifie effectivement la problématique. Ça complexifie effectivement la problématique, mais néanmoins, la volonté de la CEDEAO, c'est toujours de pouvoir aller vers une solution. Et s'il y a des résultats, c'est parce qu'il y a tout simplement l'applicabilité des textes qui régissent la CEDEAO, qui sont respectés. Et comme je vous l'ai dit précédemment, si on voit d'autres exemples en Afrique centrale, la problématique, c'est parce que les textes sont là, mais c'est qu'à un moment donné, on les respecte pas. On les respecte pas. Et il y a un point essentiel que mon débatteur a évoqué également, c'est qu'effectivement, il y a des questions culturelles. Je vais finir par croire qu'en Afrique de l'Ouest, on a plus la culture à aller dans le dialogue, la discussion et à trouver des solutions adéquates. Que dans l'affrontement. Et faire venir des cargaisons d'armes qui ont finalité les populations qui ont pâti. C'est très intéressant ce que vous dites, mais je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour approfondir justement ces aspects de la question. À tout de suite.